Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Je pensais qu'il y avait la vidéo, désolée. Bonjour, nous sommes professionnels. Pardon. Bonjour et bienvenue dans Amine, le podcast où on vous entraîne au-delà des frontières du réel, c'est-à-dire le 20e arrondissement. Salut, moi c'est Anaïs, mais pour cet épisode, vous pouvez m'appeler Spooky Bordage. Et moi c'est Marie, et Fox Mulder a ruiné tous les autres hommes pour moi. On se retrouve pour un épisode un peu spécial en direct du festival Pod Paris à la Bellevilloise. Pour l'occasion, on a décidé de revisiter le pilote d'une série culte créée par Chris Carter, diffusée pour la première fois à la télé en septembre 1993. Vous allez sûrement deviner le générique, si vous n'avez pas déjà vu le titre. Vous l'avez ? C'est bien sûr X-Files, ou The X-Files en anglais. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais regardé X-Files ? Ah oui. Ok. C'est une petite initiation, il va y avoir quelques spoilers, mais rien de trop grave, ça ira. Marie, du coup, tu as la charge de résumer cette série en 30 secondes. Tu vas nous expliquer à tous ces gens qui n'ont jamais regardé la série de quoi ça parle. Tout à fait. Alors, X-Files, c'est une histoire d'amour entre deux des personnes les plus sexy du monde. C'est aussi une histoire d'aliens et de conspiration et de complot au milieu. Mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu. Moi, c'était vraiment l'histoire d'amour entre Fox et Dana, ou entre Scully et Mulder. Voilà, c'est tout ce qui compte. C'est quoi ton rapport avec X-Files ? Du coup, il a l'air très intense. Il est pas si intense il est un peu intense, mais pas trop intense. Mais quand j'étais, je pense, je devais avoir 9-10 ans ou quelque chose comme ça, je me souviens, j'avais vu un épisode, je crois, de la saison 4 que j'avais chopé à la télé, où c'est un épisode où en fait il y a un homme qui se fait passer pour Fox Mulder, il prend son apparence et il en profite pour draguer Scully et s'immiscer chez elle, enfin s'inviter chez elle avec une bouteille de vin, et il va pour l'embrasser, et à ce moment-là, et elle a l'air très réceptive, hein, et à ce moment-là il y a Fox, le vrai Mulder, qui rentre et qui les surprend comme ça, et donc on comprend qu'il y a une tension et tout ça, et je me souviens que je devais avoir 9 ans à l'époque, mais j'étais déjà là, waouh, c'est ma cam. C'était l'événement fondateur de Mary Telling. Exactement. Et donc après, j'ai regardé la série, je pense que je l'ai regardée de façon assez sporadique, sans jamais suivre le fil très fidèlement, jusqu'à l'âge adulte, où là par contre j'ai regardé, je dirais peut-être 6 saisons. Je suis jamais allée jusqu'au bout, j'avoue, je suis pas une vraie, mais bon, il faut vraiment beaucoup de conviction pour y aller jusqu'au bout, parce qu'au bout d'un moment c'est quand même compliqué, mais j'ai quand même mes épisodes préférés, je les ai vus, revus. Enfin, c'est un peu une série doudou pour moi, même si ça fait un peu peur et tout, mais pas trop quand même, donc j'aime beaucoup cette série. Et toi, quel est ton rapport à X-Files ? Alors moi, j'ai pas été foudroyée par le charme de Mulder comme toi. Mais un peu comme toi, je pense qu'on était quand même très jeunes quand la série est sortie, donc je l'ai découverte moi grâce à ma cousine qui avait quelques années de plus que moi et qui me passait un peu sous le manteau les séries cool que j'avais pas encore l'âge de regarder. C'est elle qui t'a fait découvrir Alias aussi, non ? Alias, Ally McBeal, Sex and the City aussi, enfin tous les trucs, ouais. Vraiment, merci à elle. Super cousine. Et donc, moi, c'est vraiment le côté plus horrifique, ou en tout cas un peu spooky, qui m'a attirée dès le départ, parce que j'étais ce genre d'enfant qui lisait tous les chairs de poule et qui aimait vraiment les trucs un petit peu bizarres, les histoires de paranormal. Mais comme toi, en fait, j'ai chopé des épisodes par-ci par-là quand je retrouvais ma cousine pour les vacances, mais j'ai jamais vraiment regardé X-Files de manière hyper linéaire. Jusqu'au jour où j'ai été opérée et j'ai dû après passer 3 semaines dans mon lit en convalescence. Et donc là, j'avais vraiment rien d'autre à faire. Donc j'ai regardé tout X-Files. À l'âge adulte, du coup ? Ouais, à l'âge adulte, ouais, dans la vingtaine. Et je me suis dit que c'était quand même plutôt une bonne série. Bah oui, quand même. Donc pour le podcast, on s'est replongé dans son tout premier épisode. Un très bon épisode selon moi, mais on va en reparler. Anaïs, est-ce que tu peux le résumer en 30 secondes ? Oui, alors Dana rencontre Fox. C'est un peu l'amour au premier regard. Enfin, pas vraiment, mais en gros, elle est chargée par le FBI de surveiller un petit peu ce que Fox
fait au quotidien, puisque lui, il enquête sur des histoires qu'il considère comme paranormales. Ça embête beaucoup le FBI. Et donc, il demande à Dana Scully, qui est une personne extrêmement méthodique et cartésienne, de l'espionner et de débunker un petit peu ce qu'il fait au quotidien. Pour enlever cette épine du pied du FBI, sauf qu'évidemment elle le rencontre, il est super sexy et donc on part sur une toute autre histoire. Tout à fait. Dès les premières scènes, on découvre le duo au cœur de la série. Donc on l'a dit, d'abord il y a Dana Scully, qui est interprétée par la magnifique Gillian Anderson. Comment tu la décrirais ? C'est une femme pour qui les vestes de tailleur ont été créées. Elle est inhumainement belle et brillantissime. Elle a plus de diplômes que, je pense, tous les gens réunis dans cette salle. Elle a un diplôme de médecine, elle a un diplôme de physique, elle travaille au FBI, donc elle est super cool. Et elle est très cartésienne. Elle ne croit que ce qu'elle voit. Elle est très pragmatique. Et elle croit aussi en la Bible, quand même. Elle est très catholique aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu l'ironie par rapport à ce personnage qu'on découvre au fil des épisodes, quoi. On est quand même aux États-Unis dans les années 90, donc il faut un petit peu de croyance malgré Oui, tout. mais c'est aussi je pense que c'est une c'est un paradoxe qui est souligné dans la série où il s'en amuse aussi un peu parce que elle est tout le temps en train de se moquer de Mulder et de ses croyances et en fait elle-même en a des croyances qui sont pas cartésiennes du tout, mais qui sont admises parce que ça fait partie d'une religion installée, quoi. Oui, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec elle et attachant dès le début, c'est que c'est une sceptique, surtout en opposition à Mulder, mais elle est aussi extrêmement curieuse. Et donc, elle lui pose beaucoup de questions dès le départ, même si elle se moque un petit peu de ses théories farfelues à lui. Elle est curieuse, elle a envie de savoir s'il y a une réponse à toutes les interrogations que lui a. Et donc, il pourrait avoir un antagonisme beaucoup plus poussé dès le début, mais pas du tout. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils deviennent immédiatement partenaires et qu'ils se complètent très bien sans trop se prendre le bec en permanence. Oui, parce qu'ils sont tous les deux intelligents et brillants et qu'ils admirent l'intelligence de l'autre et qu'ils se respectent mutuellement. Donc, et aussi parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Parlons donc de Mulder, qui est joué par David Duchovny, qui, d'ailleurs, Chris Carter l'a dit quand ils ont fait le casting du rôle de Mulder, quand ils ont vu David Duchovny, il a dit il avait une quantité de magnétisme personnel et de sex appeal qui était telle qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Et c'est vrai que David Duchovny, peut-être pas, quand on le voit, c'est pas forcément Brad Pitt, même s'il est très beau. Il est vraiment très beau, mais il a du sex appeal, quoi. Enfin, il a une sorte c'est chimique. C'est vrai, hein. Il a du swag. Exactement. Et dans ce rôle-là, en plus, qui est un rôle d'un énorme nerd, qui est enfermé dans son petit bureau au sous-sol du FBI, le contraste entre les deux est d'autant plus plaisant, quoi, et intéressant pour le personnage. Tu le décrirais comment ? C'est vraiment un personnage de fiction, c'est-à-dire que c'est un homme qui a du swag et qui est extrêmement sexy alors qu'il croit aux extraterrestres. Si dans la vraie vie, en soirée, vous croisiez ce mec... J'en ai croisé, moi, quelques-uns. Récemment, vrai. j'ai eu une conversation sur les extraterrestres avec quelqu'un qui était pas mal. Ok. Et il s'appelait pas Mulder ? Non, parce que vraiment, je l'imaginais, un des premiers trucs qu'il dit à Scully, c'est vraiment, il se rapproche d'elle, de son visage, comme ça, il dit, tu crois aux extraterrestres ? Et j'imaginais croiser ce mec en soirée, ce serait extrêmement gênant. Ouais, mais vu que c'est lui, ça fonctionne. Ouais. D'ailleurs, dès leur première scène ensemble, la dichotomie est assez claire. Et il demande, c'est pas la toute première chose qu'il demande à Scully quand même. Il lui dit, je sais que tu as été envoyé là pour m'espionner. Il lui dit bonjour aussi. Voilà. Je suis pas sûre. Mais très vite, il lui dit, est-ce que tu crois aux extraterrestres ? On va l'entendre. You believe in the existence of extraterrestrials? On l'entend ? Logically, I would have to say no. Given the distances needed to travel from the far reaches of space, the energy requirements would exceed a spacecraft's capabilities. Conventional wisdom. Do you know this Oregon female? She's the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances. Now, when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility? The girl obviously died of something. If it was natural causes, it's plausible that there was something missed in the post-mortem. If she was murdered, it's plausible there was a sloppy investigation. What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science. The answers are there. You just have to know where to look. That's why they put the I in FBI.
Ce qui est génial, c'est que rien qu'à la voix, on entend tout de suite dans l'extrait qu'il a une nonchalance, une manière de marmonner qui est aussi qui correspond totalement au personnage. Et bon, c'est David Duchovny, il est comme ça, il était même comme ça dans Twin Peaks quand il jouait un personnage trans. Il a vraiment ce côté très détaché de tout ce qui est en train de se produire, qui est extrêmement attirant. Oui. Non, et là, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi dans la scène, en fait, ils vont aller sur un meurtre une série de meurtres en vrai, mais là, un meurtre en particulier, qui s'est déroulé dans l'Oregon, et il y a des traces inexpliquées sur le cadavre de la victime. Et donc, avant même d'aller là-bas, il lui dit c'est pas explicable, donc c'est des extraterrestres. Elle est là, mec, calme-toi, il y a de la science. Et donc, il y a déjà ce rapport un peu, et puis il y a la phrase très célèbre That's why they put the eye in the FBI, l'œil, eye, enfin bon, bref. Voilà, mais il est marrant en plus. Pour moi, c'était juste investigation. Mais... oui, c'est surtout ça. Normalement, c'est ça. Ce qui est intéressant, et c'est un truc qui était voulu par Chris Carter en fait quand il a écrit la série, c'est qu'il y a un inversement des genres en fait dans la façon dont les personnages sont écrits. C'est-à-dire que le plus souvent dans la fiction et même dans l'imaginaire populaire et dans la perception genrée des personnes en général, on a tendance à penser que le rationnel, le cartésien, ça va être l'homme, le scientifique, tandis que la femme va plutôt être celle qui va croire en des croyances religieuses ou mythologiques ou des choses comme ça. En tout cas, ou qui va transmettre aussi les croyances de génération en génération avec même les superstitions, des choses comme ça. Et là, il prend le contre-pied de ça, où on a Mulder. On comprend aussi pourquoi, dans cet épisode, il a vécu un événement traumatique dans son enfance. Il a vu sa petite sœur être kidnappée sous ses yeux, et il l'a vue être kidnappée par des extraterrestres. En tout cas, c'est ce que lui pense. Et là, le contraste, c'est que c'est Scully qui est la scientifique. Un personnage féminin qui incarne un stéréotype qui est d'habitude plus masculin, mais qui sacrifie jamais sa féminité pour autant, quoi. Et son sex appeal non plus, sans jouer dessus en fait. En fait, elle semble beaucoup moins émotive aussi au début, en tout cas. Et là aussi, il y a un renversement total où c'est lui qui va plus se laisser mener par les sentiments. Et il y a un moment où ils font une autopsie tous les deux dans le laboratoire. Et lui, il est déjà en train de s'exciter et lui dire « Mais c'est incroyable, regarde, enfin, on a la preuve que peut-être il y a quelque chose au-delà du réel. » Et elle, tout de suite, elle est en train d'énumérer toutes les qualités vraiment numériques de l'autopsie qu'elle est en train de faire, de dire alors le bras mesure tant de centimètres, et donc ils sont vraiment tout le temps mis en opposition, et elle c'est la personne qui réfléchit plutôt que ressent, et lui c'est l'inverse. Ouais. Mais évidemment après c'est ça qui est bien avec la série, c'est que c'est suffisamment nuancé pour que ça se mélange très vite, et d'ailleurs dès cet épisode on voit aussi des moments de vulnérabilité chez Scully. Et lui il la rassure. Non, mais c'est un personnage qui était vraiment révolutionnaire à l'époque et qui a influencé énormément de personnages de fiction depuis. C'est même devenu un cliché, le cliché de la femme scientifique dans les séries procédurales. On pense à Bones, à Brennan Bones, qui elle va carrément à l'extrême de ça, où on comprend qu'elle est sur le spectre et elle est présentée comme étant incapable d'avoir de l'empathie ou de l'émotion en général, et en étant ultra cartésienne. On a Peggy Carter dans Agent Carter, même Veronica Mars dans Veronica Mars, qui a un côté, même si elle a un côté mordant et un humour, un sarcasme qui a été pas mal relié à Buffy. Elle a aussi elle doit beaucoup à Scully dans son goût de la justice, dans son côté, son côté investigatrice. Dans sa poigne, en fait. Ouais, elle se laisse jamais faire, et puis elle ne croit que ce qu'elle voit aussi, Véronica Mars. Oui, et il y a Sidney Bristow aussi dans Alias. Enfin, il y a eu toute une série, et puis dans toutes les séries type NCIS ou tous les experts ou des choses comme ça, il y a toujours des personnages féminins maintenant de scientifiques qui sont plus ou moins inspirés de Scully, mais ça a vraiment eu une influence, quoi. Ouais, pour moi, même Christina Yang dans Grey's Anatomy n'existerait pas sans Scully. Et puis il y avait Cosima aussi dans Orphan Black, qui était un personnage féminin scientifique très émotive, mais aussi très rationnelle et extrêmement brillante. Ça a même donné lieu à un effet. C'est
Tu voulais en parler? Oui. En fait, il y a eu une étude qui a été faite il y a un petit bout de temps qui regardait si les femmes qui avaient regardé X-Files avaient ensuite été plus dirigées vers des études scientifiques. Et ça a été nommé le Scully Effect, puisque effectivement, il a été trouvé que une plus grande proportion de femmes, je crois 50% des femmes qui avaient regardé X-Files, les femmes qui avaient regardé X-Files avaient 50% de chances de plus de se diriger vers des matières scientifiques à la fac, donc médecine, informatique, ingénierie, etc. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui avaient été interrogées pour cette étude, les 2/3 avaient dit que X-Files avait joué un rôle très très important dans leur vie et dans leur carrière scientifique. Donc c'est assez remarquable de voir, surtout à une époque où c'est vrai que la représentation féminine à la télé commençait à être intéressante avec cette série-là et puis les séries qui ont suivi dans la trilogie du samedi. Mais c'était encore rare de voir des personnages féminins comme Scully, et elle a vraiment impacté la carrière de plein de femmes qui se sont dit que c'était possible aussi pour elle d'étudier les sciences. C'était pas mon cas, hein. Clairement, je ne sais toujours pas compter. Mais il faut parler de ce qui est selon moi l'attrait principal de cette série. Vous l'aurez peut-être compris, la tension sexuelle entre Scully et Mulder. Et dès ce premier épisode, on a un exemple de ça. D'ailleurs, on n'en aura pas à tous les épisodes. Il y a plein de moments où c'est très platonique, où il n'y a aucune ambiguïté, où ils sont juste partenaires. Mais là, il y a un petit moment qui laisse à penser que ça pourrait aller dans cette direction. Tu peux le décrire, Anaïs ? Oui, en fait, il y a beaucoup de victimes sur lesquelles ils enquêtent dans cet épisode qui ont des petites piqûres sur le corps. Et donc ils pensent que c'est des extraterrestres alors qu'ils auraient juste pu penser que c'était des punaises de lit, mais bon, voilà. C'était pas encore la phobie des punaises de lit à cette époque. C'est ça. Et à un moment, Scully est toute seule dans sa chambre d'hôtel, et elle, qui est plutôt rationnelle, voilà, qui croit pas aux théories de Mulder, se rend compte qu'elle a 2 petites piqûres dans le bas du dos, juste au-dessus de sa petite culotte. Et prise de panique et d'effroi, elle court en peignoir dans la chambre de motel de Mulder pour lui dire regarde, je crois que moi aussi il m'arrive quelque chose. Et donc elle enlève son peignoir, elle est en petit sous-vêtement en satin, et là elle lui dit de regarder le creux de son dos pour regarder si oui ou non elle a été frappée par des aliens. Et forcément Mulder contemple... Il ne fait pas que contempler, parce que pour vraiment savoir, il l'effleure aussi. On sent que tu as regardé cette scène de nombreuses reprises. Et après, il lui dit que non, c'est des piqûres de moustiques. Ça ne ressemble pas du tout à des piqûres de moustiques. Non, ça ressemble à rien. C'est assez moche. Mais ce qui est super aussi, c'est que là, elle est tellement soulagée qu'elle le prend dans ses bras pour vraiment relâcher la tension, et elle est toujours en sous-vêtements. Donc voilà, pour un début de relation professionnelle, ça démarre très très bien. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Tu trouves que l'alchimie fonctionne entre eux ? Bah oui, les 2 acteurs ont une excellente alchimie, ça se sent tout de suite. Et ce que j'adore, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un partenariat qui s'installe dès le départ, alors qu'il pourrait vraiment se prendre la tête beaucoup plus si ça avait été écrit de manière un petit peu plus caricaturale. En fait, dès le départ, on voit que Scully est très amusé par Mulder, parce qu'il fait des petites blagues tout le temps, il a cette nonchalance, il prend rien au sérieux. Donc voilà, il fait des petites remarques sarcastiques dès qu'il en a l'occasion. Et on le voit que malgré elle a tout le temps un petit sourire en coin, et qu'elle développe tout de suite un petit attachement pour lui. Et c'est ça qui fonctionne bien, c'est qu'on sent qu'ils sont très opposés en termes de personnalité, mais qu'ils s'entendent déjà très bien. Moi, tu me dis travailler avec lui, je suis prête à croire aux extraterrestres. Il n'y a pas de problème, je renie toutes mes croyances. Franchement, je la trouve assez solide d'ailleurs. Ça ne me surprend pas de toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire d'amour, elle a longtemps créé une grosse division chez les fans de The X-Files, surtout pendant la diffusion de la série initiale. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait des forums sur Internet avec des forums de fans, un peu comme pour Twin Peaks d'ailleurs. Et dans ces forums, il y avait deux équipes. Il y avait les shippers, donc ceux qui shippaient Mulder et Scully, et il y avait les no-romos, donc les no-romance, donc no-romos. Ça fait un peu no-homos, mais c'est pas top comme nom. Mais enfin bon, ils se divisaient vraiment, et Chris Carter lui-même avait dit dès le début qu'ils ne finiraient jamais ensemble, qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'histoire d'amour entre les deux. S'il voulait vraiment ça, je sais pas pourquoi il a mis cette scène dans le premier épisode, parce que franchement... et il avait même écrit un épisode dans la saison 3 qui s'appelle Syzygy, où en fait ils se prennent la tête pendant tout l'épisode, et c'était pour montrer leur incompatibilité.
Sauf que, évidemment, les shippers, ils en avaient rien à faire. Ils ont vu cet épisode, ils se sont dit « Ah, mais s'ils se prennent la tête, c'est parce qu'au fond, ils s'aiment, sinon ils ne se prendraient pas autant la tête. » Donc, c'était pas très efficace. Et puis bon, au fil des saisons, il y a eu un tel rapprochement que c'était une évidence. Tout le monde a compris qu'il allait se passer quelque chose et il fallait plus que l'attendre. Mais il y en avait quand même qui étaient encore assez hardcore et dont il y avait un média américain il y a quelques années qui avait fait l'inventaire des meilleurs messages. Il y en a un que j'ai traduit où c'était quelqu'un qui était très énervé après l'épisode Memento Mori dans la saison 4, où il y a un rapprochement entre les deux et on comprend quand même qu'il y a un aspect très romantique. La personne, sûrement un homme, avait écrit « Le jour où Scully et Mulder s'embrassent, où Scully a une histoire d'amour ou une scène de sexe, et le jour où j'arrêterai de regarder X-Files pour toujours, où je brûlerai tous mes objets de fan, où j'assassinerai Chris Carter, où je bombarderai les studios de la Fox et où je lâcherai un missile nucléaire sur Vancouver où était tournée la série. Si on voulait de l'amour, on regarderait Melrose Place ou Beverly Hills. » Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Ce pauvre fan, je ne sais pas ce qu'il a fait. Vancouver est toujours là. Et pourtant, ils se sont embrassés dans un épisode de Jour de l'An assez magnifique. Enfin, l'épisode, je m'en souviens plus, mais je me souviens de ce baiser. Donc, il s'est quand même passé quelque chose. Mais The X-Files, c'est pas que de la tension sexuelle. C'est vrai, malheureusement pour toi. C'est vrai. C'est aussi des intrigues. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode au niveau de l'intrigue un peu surnaturelle ? Alors, honnêtement, j'ai vu cet épisode 3 milliards de fois, mais j'ai toujours du mal à intégrer les détails des enquêtes. Ce qui se passe, c'est qu'une jeune femme est retrouvée morte dans l'Oregon. Elle a 2 petites piqûres très mystérieuses sur le corps. Et il se trouve que c'est la 4e de sa promo à être retrouvée morte en un laps de temps assez court. Ils ont tous ces petites marques sur le corps, mais en même temps, il n'y a aucune cause de décès officielle. Ils ont fait une autopsie, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette jeune femme est morte. Et donc, Mulder et Scully embarquent pour l'Oregon pour essayer de repasser sur l'autopsie et de trouver de nouveaux indices. Et il se passe plein de choses bizarres. Ils trouvent de la cendre dans la forêt et ils ne savent pas trop d'où ça vient. Il y a des interférences à la radio, il y a des turbulences dans l'avion, ce qui n'est pas si bizarre que ça, mais là, dans l'épisode, c'est vraiment montré comme un truc hyper mystérieux et flippant. Ouais, c'est des grosses turbulences quand même. C'est d'assez grosses turbulences. Et surtout, le temps disparaît. À plusieurs reprises, ils se rendent compte qu'ils ont une espèce d'amnésie qui fait qu'ils ont perdu quelques minutes dans la journée, notamment quand ils traversent une route très spécifique. Il y a la radio qui se brouille et ils regardent l'heure et ils se rendent compte en regardant l'heure quelques secondes après qu'en fait 9 ou 12 minutes se sont écoulées et ils n'ont aucun souvenir de ces minutes. Et donc ça, c'est quand même très très étrange. C'est un tout petit peu différent. Allez, voilà, je savais que j'allais me tromper. Non, mais en gros, la première fois qu'il passe là... Au cas où vous n'auriez pas compris, moi, je suis Mulder et Marie, c'est Scully. C'est la personne rationnelle, intelligente, qui prête attention aux détails. Non, mais c'est-à-dire qu'il passe la première fois sur cette route et Mulder se rend compte... Enfin, la radio se brouille et il y a des interférences et donc il arrête la voiture et il marque là où les interférences se sont passées sur la route. Et plus tard, quand ils y passent pendant la nuit, alors qu'il y a un orage et tout ça, la voiture s'arrête complètement. Et juste avant, il a regardé l'heure. Et après, quand la voiture se rallume, et enfin quand ils sortent de la voiture, surtout, ils se rendent compte qu'il y a 9 minutes ou un truc comme ça qui s'est écoulé. Et c'est pile au moment à l'endroit où il avait mis la croix. Donc il comprend qu'à cet endroit-là, il se passe des choses un peu cheloues. Mais ce qui est intéressant... Merci pour cette recontextualisation précise. Alors, c'est le genre de série où les gens sont un peu obsédés par les détails, justement, mythologiques ou des trucs comme ça, et on prétend pas être des experts sur X-Files. Enfin, moi, j'ai jamais vu jusqu'à la fin, ni rien, donc la mythologie d'X-Files me passe un peu au-dessus, j'avoue. Mais quand même, je veux pas qu'on ait des messages après sur... Ouais, non. Sur Apple Podcast. Qui viennent nous chercher. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... d'abord, on va écouter l'extrait en fait, du zip code quand ça leur arrive. Oh, yes! Abductees! People that have made UFO sightings. They've reported unexplained time loss. Come on! Gone! Just like that. You're saying that time disappeared. Time can't just disappear. It's a universal invariant. Not in this zip code.
Mulder Ils est hyper... sont sous la pluie, donc c'est hyper romantique. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais Mulder est hyper content que le temps ait disparu, en fait, parce que le mec est en train de célébrer sous la pluie parce qu'il y a 9 minutes qui se sont écoulées sans qu'il s'en rende compte, parce qu'il a lu dans tous les rapports de gens qui ont été kidnappés par des aliens que, en fait, il y a des laps de temps qui disparaissent dans ces moments-là. Alors que moi, j'ai perdu beaucoup de temps en soirée dans ma vingtaine et j'ai jamais pensé que c'était les extraterrestres. C'était les Long Island Iced Tea. Mais chacun ses croyances. Si je te dis, si ça se trouve, il s'est passé des choses dans ces moments et tu ne sais pas, tu as peut-être été... Ce qui est intéressant aussi dans le premier épisode, c'est qu'il y a un aspect complotiste un peu, on va en parler après, mais il y a un aspect complotiste dans toute la série avec le gouvernement américain, mais même là, à l'échelle de la ville, on comprend qu'en fait, là, ils se sont rendus compte d'une anomalie parce que... le médecin légiste habituel qui avait fait les autopsies sur les autres corps n'était pas disponible, il était en vacances et donc c'est un nouveau médecin légiste qui a fait l'autopsie et là il a détecté quelque chose, il a détecté ces petites piqûres alors que l'autre ne les avait pas inventoriées. Et donc on comprend très vite qu'il y a une sorte de complot entre des gens de la ville et qu'il y a un secret et que c'est toujours les mêmes, les gens qui disparaissent ou qui meurent font partie d'un groupe d'adolescents qui étaient dans la même classe 10 ans plus tôt, dans la même classe qui avait célébré la fin des examens dans la forêt où il s'était passé quelque chose. Donc il y a tout un complot aussi, et ça c'est assez... En fait, le pilote est pas mal, enfin il est même, moi je pense, très bon, parce que même si l'intrigue au cœur du pilote est pas hyper mémorable, elle représente assez bien tout ce qu'on va trouver dans The X-Files après, et dont ce côté complotiste. Là c'est à l'échelle de la petite ville, et après on l'aura, et on l'a un petit peu dans cet épisode à une échelle plus grande, mais on l'aura aussi sur tout. En fait, c'est un truc qui marque toute la série. Quand la série elle sort, ça marque une petite révolution pour plusieurs raisons, on va en parler, mais c'est pas la première série quand même enfin elle est très inspirée et elle aurait sûrement pas existé si une autre série n'avait pas existé, une série qu'on a regardée toutes les deux. Une série qui s'appelle Twin Peaks. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fans de Twin Peaks? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Twin Peaks ici? Ok. Vous avez tellement de chance. Vous allez découvrir des choses merveilleuses en sortant de ce podcast. Twin Peaks, donc c'est une série créée par Mark Frost et David Lynch qui est sortie en 1991, donc vraiment 2 ans avant X-Files. Et on retrouve quand même beaucoup d'éléments communs dans les deux. Déjà, il y a l'idée de petite ville américaine un petit peu bizarre, où il y a des habitants qui clairement cachent certains secrets, des habitants parfois très pittoresques ou très excentriques. Et il y a ce sentiment vaguement surnaturel, mais qui est souvent plus suggéré en fait que véritablement montré. Et c'est ça qui est génial dans X-Files, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à 100% si ce qu'on voit est un élément surnaturel ou si ça pourrait avoir une explication rationnelle. Il joue beaucoup sur cette ambiguïté-là. Et Twin Peaks, c'est exactement la même chose. Pendant toute la série, on peut avoir plusieurs interprétations possibles de ce qu'on voit. Ça peut être un combat entre le bien et le mal et un élément très surnaturel, ou ça peut être expliqué plus par des événements météorologiques ou psychologiques. Chris Carter a dit qu'il avait été très inspiré par Twin Peaks lorsqu'il a créé X-Files. Et un autre élément très important, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a quasiment aucune série qui est sérialisée ou qui a des éléments de sérialisation dans son écriture, c'est-à-dire une intrigue qui va au-delà d'un seul épisode. Et ça, Twin Peaks avait fait partie des premières à le faire avec un mystère. Au tout début, on retrouve une jeune femme morte, Laura Palmer. Et pendant très, 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 très longtemps, l'enquête va tenir la série, alors qu'à l'époque, une enquête ou un mystère, ça tenait jamais plus de 3 ou 4 épisodes à la télé. Et ce qui est intéressant avec The X-Files, c'est que la série va s'inspirer de ça, mais va aussi intégrer un aspect des séries plus traditionnelles procédurales, où on a un cas, the case of the week, un cas toutes les semaines. Donc tous les épisodes, il y a une intrigue centrale. Et en fait, dans The X-Files, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a toujours un cas, il y a des épisodes qui sont plus mythologiques, mais il y a aussi une trame qui s'étire tout le long de toutes les saisons, en fait, et qui est l'histoire générale. Donc c'est assez intelligent parce qu'en même temps, on peut suivre à la fois de façon sporadique, ou on peut être un fan intense et avoir des aspects, enfin suivre vraiment la mythologie, quoi. Ouais, en fait, X-Files, c'est vraiment une série qui est au croisement
de deux écoles dans l'écriture des séries télé. C'est-à-dire qu'avant X-Files et Twin Peaks, un épisode de série, c'était vraiment une entité autonome qu'on pouvait regarder dans n'importe quel ordre. Et c'était évidemment parce que les séries étaient faites pour être vues principalement par les ménagères à la télé, en faisant autre chose en même temps. Et donc, ça permettait de rediffuser les séries et les épisodes dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment de la journée. Et donc, on se préoccupait vraiment pas d'une intrigue qui pourrait passer d'un épisode à l'autre. Ça a commencé à évoluer un petit peu avec notamment une série policière qui s'appelait Hill Street Blues, qui a été vraiment précurseur sur plein de choses dans les années 80. Et c'est les premiers à avoir expérimenté avec des éléments sérialisants, donc une intrigue qui pouvait traîner sur 2, 3, 4 épisodes. Mais déjà, on se rend compte que c'est vraiment faible par rapport aux séries d'aujourd'hui, où en fait l'intrigue, par exemple, de Breaking Bad, c'est quand même mieux d'avoir vu toute la série pour la suivre. Donc on avait vraiment une écriture qui était 100% épisodique à l'époque, donc vraiment un épisode égale une histoire. Et ce qu'on connaît maintenant, c'est des séries qui sont plutôt 100% sérialisées, où on regarde le pilote et jusqu'à la fin, on va attendre vraiment de voir l'intrigue se développer. Et X-Files est vraiment au milieu de tout ça. Comme l'a dit Marie, il y a des éléments de mythologie qui vont traverser un peu toute la série, mais on peut aussi regarder beaucoup d'épisodes de manière indépendante parce qu'il y a le cas de la semaine qui a un début, un milieu, une fin. Et donc, on n'a pas forcément besoin de se préoccuper de l'ordre de toute la série. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a découvert la série toutes les deux. Et ça, en fait, à partir du moment où X-Files le fait de manière hybride comme ça, c'est un peu la seule série, je crois, qui l'a fait de cette manière. C'est-à-dire qu'on a les épisodes épisodiques et on a les épisodes sérialisés de mythologie. Et généralement, les deux se mélangent pas. Et après ça, on commence à avoir des séries de plus en plus sérialisées. Déjà, on a Urgence qui arrive juste derrière, avec des intrigues qui vont se poursuivre sur toute la série, même si c'est beaucoup de cas de la semaine. Et puis, à partir de quelques années plus tard, on va avoir, par exemple, Les Sopranos, qui, là, sont une série qui est extrêmement sérialisée. Il y a plus de cas de la semaine. Donc aujourd'hui, on a des séries procédurales, les séries policières, les séries avec des avocats, les séries avec des médecins, où on a un cas de la semaine. Mais une série qui n'a pas du tout d'éléments sérialisants ou sérialisés, il n'y en a quasiment plus. Et X-Files a vraiment été la première à expérimenter ça sur le long cours, puisque Twin Peaks, ça reste un nombre très limité d'épisodes, alors que X-Files, c'est beaucoup de saisons, quoi. Ouais, je pense surtout dans les séries dramatiques. Dans les séries comiques, on est encore dans les sitcoms, il y a quand même, mais il y a quand même un aspect où on peut prendre n'importe quel épisode et sans avoir forcément de trame. Mais bon, c'est aussi pour ça que dans les séries comiques, ils ont mis des Will They, Won't They, des histoires d'amour où on se demande s'ils vont finir ensemble ou pas, pour avoir cette trame et tenir les gens, quoi. C'est un autre outil qui est aussi dans The X-Files, même si au départ, c'était pas un truc sur lequel ils voulaient jouer officiellement. Très clairement, ça a tenu beaucoup de fans aussi en haleine, quoi. Ouais, et ça, c'est un des éléments de sérialisation, justement, dans les sitcoms, où tout le reste peut se regarder vraiment comme ça, mais on a envie de regarder dans l'ordre les épisodes de Friends, par exemple, pour voir la progression de Ross et Rachel au fil des saisons, quoi. Et donc, cet aspect mythologique, on le trouve dès le pilote, à plusieurs aspects. C'est-à-dire, déjà, on comprend que Mulder est ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui un conspirationniste, même si au final, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a des croyances qui sont considérées comme pas forcément dans la norme, mais bon, il y a eu des auditions au Congrès, je ne sais pas si vous avez suivi, sur les ovnis l'an dernier, et donc il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties qui feraient dire à Mulder qu'il avait raison sur beaucoup d'aspects, et qui ont passionné les foules en général sur la présence d'ovnis, de vidéos qui montrent des objets qui ne peuvent pas exister, enfin qui ne peuvent pas être expliqués. C'était des vidéos de l'armée de l'air, je crois, si je me trompe pas, américaine. C'est ça, en fait, les extraterrestres existent. C'est ça. C'est ce qu'on a appris, mais je crois qu'il se passait aussi beaucoup de choses dans le monde à ce moment-là, et donc on s'est dit, bon, franchement, l'existence des extraterrestres, c'est genre très bas dans la hiérarchie des préoccupations. Mais ce qui est marrant, c'est que cette série, justement, l'aspect conspirationniste, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus dérangeant. C'est-à-dire que quand elle sort en 93, les États-Unis est dans une phase un peu de bisounours, c'est-à-dire, c'est la façon dont c'est ressenti en général. La guerre froide est finie, la guerre du Golfe vient de finir aussi. C'est avant le 11 septembre et il n'y a pas vraiment d'atmosphère conspirationniste dans les discours politiques, en tout cas, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. On sait très bien qu'avec QAnon et avec Donald Trump, c'est des discours qui sont très très présents dans la politique américaine, qu'il y a énormément de théories du complot et de fake news qui
qui prolifèrent aux États-Unis et qui vraiment polluent le débat politique. À l'époque, c'est pas du tout le cas. Donc avoir une série comme ça, au contraire, il y a un charme et il y a un côté presque subversif par rapport au pouvoir établi. Chris Carter a raconté que le FBI n'avait pas été hyper content quand il avait commencé sa série. Et donc il y a tout un truc autour de ce genre de discours qui est intéressant dans la série, qui était possible à cette époque, qui serait peut-être un peu moins possible aujourd'hui, je pense. Ouais, en fait, c'est une période où l'espace est un peu le seul grand méchant du moment, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a plus la guerre froide et il n'y a pas encore eu le 11 septembre. Et donc, on l'a vu quelques années plus tard avec Armageddon, Deep Impact. Enfin, c'est une période où il y a eu beaucoup de films sur l'espace, sur les aliens. Independence Day, je ne me souviens plus quelle année c'était. Mais c'était dans les années 90, dans les années 90. C'est ça, une grosse fascination pour l'espace, pour les ovnis, l'existence potentielle des aliens. Il y a eu Mars Attacks aussi, gros traumatisme personnel. Et après, on est passé à autre chose dans la pop culture. Mais oui, c'est un moment où en fait, quand on cherche une entité sur laquelle on peut projeter un grand méchant, l'espace, c'est un peu le seul truc qu'on avait à l'époque. C'était bien. C'était super. Et dès ce pilote, il y a un personnage qui va être très important dans la suite de la série, qui apparaît pour la première fois, c'est l'homme à la cigarette, de Cigarette Smoking Man, qui est en fait qui est le grand méchant de la série, et qui est un peu un Forrest Gump du complotisme américain, c'est-à-dire qu'il y a un épisode sur lui où on comprend qu'en fait le mec était dans tous les complots. C'est lui qui a tué Kennedy, c'est lui qui a tué Martin Luther King. Il y a vraiment, c'est assez drôle. Mais ce mec, il est présent dès le premier épisode, notamment on le voit à la fin déjà on le voit rentrer dans le bureau d'où Scully vient de sortir quand elle fait son rapport. Et je crois qu'il est dans la première scène aussi quand on dit à Scully d'espionner. Mais déjà, à la fin, on comprend qu'il va aller écouter le rapport. Que c'est lui qui contrôle un peu tout ça. Et après, il va dans un endroit, un bureau des archives, et il va ranger en fait le dossier sur cette disparition inexpliquée. Qui a une explication surnaturelle, donc il va le ranger dans un bureau des archives secret. Oui, c'est le dernier plan du pilote qui est vraiment génial, où il y a cet homme donc on découvre qu'il est au Pentagone, et il est dans cet immense couloir rempli d'archives, et donc on devine qu'il y a énormément de dossiers qui ont été classés dans ce couloir et qui mériteraient peut-être d'être un petit peu plus creusés, mais ça indique tout de suite qu'il y aurait forcément un complot, puisque c'est un endroit secret dans le Pentagone. Et vraiment la manière dont il est cadré, il est complètement immergé dans les piles et les piles de dossiers. Et moi, j'adore ce plan final. Ouais, puis surtout, ça donne raison à Mulder. C'est-à-dire que là, on comprend qu'en fait, ils n'ont pas envoyé Scully pour l'espionner ou pour détruire ses enquêtes parce qu'ils pensent qu'il est complètement fou et qu'il bouffe l'argent du FBI. C'est parce que, très clairement, ils ont des choses à cacher. Et Mulder le dit, en fait, la seule raison pour laquelle il peut continuer ses enquêtes, c'est parce qu'il a des gens bien placés au Congrès qui soutiennent qui eux aussi pensent que les aliens existent et qui du coup soutiennent son entreprise, quoi. D'ailleurs, vraiment, en revoyant les épisodes aujourd'hui, je me demande si toi tu revois la série différemment. Là, on est un peu dans l'ère du complotisme depuis quelques années avec la pandémie. Tu l'as dit, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'actu. Et moi, ça me fait bizarre de revoir ces épisodes où on a le héros de la série pour qui le combat essentiel, c'est de prouver que le gouvernement nous ment, et où en fait il voit une explication paranormale ou parfois très farfelue à tous les petits mystères qu'il n'arrive pas forcément à expliquer dans l'immédiat. C'est un complotiste vraiment qui est extrêmement charmant et charismatique, et c'est le héros de la série. Mais ça fait un petit peu bizarre de revoir cette série aujourd'hui. Je sais pas, parce que pour moi, il est quand même intelligent, et son complot, c'est pas il y a un cercle de pédocriminels qui détiennent le monde et qui se retrouvent dans un bar à pizza de Washington DC pour établir des connexions entre tout le monde et enlever des enfants. C'est un truc où il a... Oui, mais c'est quand même le fait qu'il y a des extraterrestres qui font des petites piqûres dans le bas du dos des ados de l'Oregon, tu vois. Non, mais en fait pour moi, c'est un truc... Après, bon, on va pas partir sur un débat sur les extraterrestres, je sais pas si... Mais le fait qu'il y ait une présence extraterrestre dans l'univers, par exemple, pour moi, ça me paraît assez logique, en fait, de se dire qu'on n'est pas la seule planète où la vie s'est développée. Moi aussi, mais je pense vraiment qu'ils ont autre chose à faire qu'aller nous piquer dans le bas du dos, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, je suis d'accord qu'il est complotiste, mais en gros, déjà, c'est un truc inoffensif. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de s'en prendre à des personnes en particulier, à mener une vendetta contre quelqu'un ou des choses comme ça, donc c'est pas dérangeant. C'est rigolo aussi.
Et je trouve ça moins. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est toujours sain. En fait, le problème, c'est qu'on est dans une période aussi où, justement, comme il y a plein de complotistes qui sont complètement délirants et qui polluent vraiment le débat public, on se retrouve dans un truc où dès qu'on dit quelque chose sur l'État, ou dès qu'on commence à critiquer ou à émettre des théories ou à émettre des doutes sur une intervention de l'État ou des choses comme ça, on peut être taxé de complotisme. Et en fait, c'est aussi sain de se dire que l'État ou le gouvernement ne nous dit peut-être pas tout, qu'en tant que citoyen, on doit aussi faire contre-pouvoir ou des choses comme ça. Le problème, c'est que là, on est dans un moment qui est tellement clivé, où il y a tellement un complotisme assez dégueulasse que forcément... mais pour moi, Mulder, il ne représente pas ça. Il représente plus un esprit un peu qui questionne. Je suis d'accord, c'est systématique et tout ça, mais je trouve que comme il est assez brillant et qu'on ne sent pas... il n'y a rien de mauvais dans ses intentions ou des choses comme ça... et c'est pas néfaste envers quelqu'un, au contraire, c'est plus une quête de justice. Je trouve pas ça dérangeant quand je regarde la série. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments qui sont un peu ridicules. Enfin, dans le pilote, pour moi, il questionne pas, justement, il est persuadé de la véracité de ses théories à lui. Mais attends, il a vu sa petite sœur être kidnappée sous ses yeux. Ouais, alors il n'a pas vu sa petite sœur kidnappée par des aliens, et sa petite sœur a disparu, et à l'âge adulte, il a fait de l'hypnose profonde, et il pense, là, à ce moment-là, des souvenirs lui sont revenus, selon lesquels peut-être sa petite sœur aurait été kidnappée par des aliens. Mais surtout, là, il y a un moment où il trouve dans le tombeau d'une des victimes, dans le cercueil, il trouve un cadavre d'orang-outan, un petit peu décomposé, et donc Scully, elle dit c'est un orang-outan, et lui il dit c'est un extraterrestre. Et donc là, typiquement, on a un moment très très drôle où le premier truc auquel il pense, c'est ça, quoi. Il est tellement persuadé de l'existence des extraterrestres que pour lui, c'est pas, ce serait pas logique que quelqu'un ait mis juste un cadavre récupéré au zoo ou j'en sais rien, quoi. Oui, clairement. Non, mais clairement, c'est quelqu'un qui est monomaniaque et obsédé par sa quête de vérité par rapport à ça. Donc, c'est poussé à l'extrême, et heureusement qu'on a justement la contrebalance d'avoir Scully en face, et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on a quelqu'un qui est toujours en train de lui dire. Scully aussi, elle y va. C'est-à-dire qu'il y a des moments, enfin, il y a quand même des moments dans cette série où elle voit des choses qui sont, enfin, c'est sûr que c'est surnaturel. Il n'y a pas d'explication autre possible. Et elle est là, je ne sais pas, je doute toujours. Enfin, à la fin, elle est tout le temps en train, parce qu'il y a cette dichotomie sur laquelle il joue tellement. La meuf, elle a été kidnappée par des extraterrestres. Ils lui ont refilé un cancer. Elle a eu plein d'aventures, et elle est toujours en train de dire non, Mulder, calmons-nous. Donc, enfin, les deux sont un peu extrêmes dans leur position en général, et c'est ça qui fonctionne aussi, parce qu'ils se contrebalancent complètement, et parce que ça fait des scènes assez marrantes aussi, quoi. Mais si on était en 2024, Mulder, c'est clairement le mec qui aura une chaîne YouTube. Ah, mais clairement, mais c'est sûr. Avec vraiment les PowerPoint pour expliquer. Mais c'est sûr et certain. Mais oui, non. Mais je vous invite à regarder les auditions du Congrès, vraiment, c'est très intéressant. En fait, c'est toi, Mulder. Non, mais en vrai, pas du tout. Mais c'est vrai que, bon, bref, c'est juste... c'est bien d'être cartésien, mais c'est bien aussi de croire aux extraterrestres. Non, de croire, enfin, de se demander, de se poser des questions. Parlons un peu de l'héritage de The X-Files dans l'histoire de la télé. On a parlé tout à l'heure des personnages féminins qui ont été influencés par Scully. Il y a aussi beaucoup de séries qui doivent énormément à la série de Chris Carter. Ouais, déjà, toutes les séries de science-fiction, en fait, ou qui traitent de paranormal, ont un héritage qui est lié à X-Files de toute façon. Mais parmi les plus évidents, il y a Lost. D'ailleurs, J.J. Abrams l'a souvent dit qu'il avait été très très inspiré par X-Files, et notamment sur l'aspect mythologique dont tu parlais. Donc vraiment, la mythologie, c'est un corpus qui va être créé d'épisode en épisode pour constituer l'univers de la série. Et c'est pour ça que maintenant on a des wikis entiers qui sont dédiés à la mythologie de beaucoup de séries. Et dans Lost, toute la mythologie, c'est l'histoire de l'île, c'est un petit peu tous ces mystères qui vont s'ajouter de fil en aiguille. C'est l'ours polaire. L'ours polaire. Et il y a Alias aussi, où là, c'est tous les objets de Rambaldi. L'enfer. Ça, c'est aussi la mythologie d'Alias. Et pareil, ils avaient dit qu'ils avaient été très inspirés par X-Files pour tout ça. Mais au-delà des séries qui ont bâti un vrai corpus mythologique, il y a aussi juste toutes les séries qui ont une atmosphère un petit peu étrange, surnaturelle, assez léchée aussi, enfin avec un visuel très cinématographique. Je pense à Légion, par exemple. C'est totalement un héritier de X-Files.
Il y a eu Fringe, qui est pour moi le sequel de X-Files. Enfin, c'est un peu la même série, mais faite 10 ans plus tard. Moi, perso, j'étais très fan aussi de Fringe. Ouais, j'ai pas trop tenu, moi. Il n'y avait pas David Duchovny, du coup. Non, c'est ça. Mais même Top of the Lake, en fait, avec cette petite ville isolée au bord de l'eau, avec des éléments sur lesquels on pourrait se questionner. Il y a une espèce de mythologie surnaturelle qui entoure l'île, et en même temps, il y a aussi des réponses très pragmatiques et scientifiques à tout ce qui se passe. Et Stranger Things, très récemment aussi, qui est la version un petit peu édulcorée, je dirais, de tout ça, mais qui est aussi une petite ville avec des éléments surnaturels, des personnages très hauts en couleur et un aspect science-fictionnel qui va traîner pendant toute la série, quoi. Il y a une autre série pour laquelle c'est un peu moins évident, mais la filiation est bien présente, puisque Breaking Bad a été écrite et créée par Vince Gilligan, qui était scénariste sur The X-Files, qui était fan en fait de The X-Files pendant la première saison et qui a rejoint l'équipe de scénaristes à partir de la 2e saison, je crois, ou de la 3e. Et qui vraiment a travaillé en fait son savoir-faire de scénariste auprès de Chris Carter dans cette saison. Et d'ailleurs, c'est là qu'il avait repéré Bryan Cranston, qui joue un petit rôle dans un épisode de The X-Files, et donc qui après a joué le rôle principal de Breaking Bad. Il y a aussi Daniel Sackheim, qui est le producteur de ce pilote et qui ensuite a été producteur de X-Files et réalisateur de pas mal d'épisodes. C'est un grand réalisateur de séries qu'on va retrouver ensuite. Il avait participé déjà à Urgence et ensuite il a produit The Americans et réalisé pas mal d'épisodes de The Americans. Il a aussi réalisé des épisodes de Game of Thrones, des épisodes de The Leftovers, de The Walking Dead. Donc vraiment, c'est un de ces noms qu'on voit apparaître dans le générique. Et si vous êtes très sériephile, vous allez le revoir dans beaucoup d'autres séries parce qu'il a touché à un petit peu toutes les meilleures séries des 20 dernières années. Tu l'as dit tout à l'heure, dans les séries qui ont été influencées, l'une des marques de fabrique de The X-Files, c'est de faire peur, ou en fait de vouloir faire peur en tout cas. C'était Chris Carter l'a dit, c'était son intention première. Est-ce que tu trouves que c'est une série qui fait peur en général ? Non. Mais c'est parce que tu regardes beaucoup de films d'horreur. Ça te fait peur, toi ? Non, en vrai, il y a certains épisodes, il y en a un qui s'appelle Tooms, je crois, ou un truc comme ça, où c'est un mec qui se... Alors ça, c'est le truc, mais vraiment, ça m'a traumatisé. Le mec qui peut se dissoudre pour passer sous les portes et tuer... Il passe par les prises électriques, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est le personnage le plus flippant de tout X-Files. Ah déjà, il est horrible, il a les yeux orange, fluo, enfin, il est vraiment horrible. Et en plus, il disparaît jamais, il revient je sais pas combien de fois dans cette série. Et c'est typiquement le genre de truc où quand t'es toute seule chez toi le soir, que tu as fermé tout à clé et d'un coup tu penses à Tooms et t'es là, oh merde. Si ce mec existe, en fait, je suis pas en sécurité. Et donc vraiment, cet épisode m'avait fait bien peur quand même. Moi, le truc qui m'a le plus terrifié, c'est qu'il y a un moment où quelqu'un meurt sur les toilettes et je crois que c'est Scully qui dit, mais tu sais que statistiquement, énormément de gens font des crises cardiaques parce qu'ils sont constipés ou quelque chose comme ça. Non, ils font des anévrismes. Ouais, c'est ça. Et c'est resté dans ma tête et je me suis dit, j'avais pas besoin d'avoir cette info, en fait. Il y a un épisode sur un nécrophile aussi, et c'est l'épisode où je crois que Scully, qui en a vu beaucoup pourtant et tout ça, il l'a plus traumatisé. Et alors ça, vraiment, ça aussi, enfin, c'était bien dégueulasse quand même. Oui. C'est un bon pilote, selon toi ? Ouais, pour moi, ça marche très bien parce qu'on a l'alchimie entre ces deux personnages. C'est-à-dire que l'intrigue principale avec les ados de l'Oregon, honnêtement, c'est pas du tout la meilleure de la série. Non. C'est une enquête, même moi, j'ai du mal à résumer ce qui s'y passe exactement. C'est un petit peu alambiqué. Mais l'alchimie entre les deux, la répartie qu'ils échangent tout de suite, c'est ça qui donne envie de voir la suite parce qu'on veut immédiatement savoir s'ils vont se pécho ou pas. C'est vrai. Non, et puis il y a l'intrigue quand même. Enfin, moi, ce que je trouve assez brillant dans l'épisode, je suis d'accord sur le fait que l'intrigue centrale est complètement oubliable. Mais il y a je trouve que les meilleurs pilotes en général, c'est des épisodes où on comprend direct quelle est l'atmosphère de la série et quels vont être les enjeux. Et qui sont les personnages. Ouais. On peut les décrire déjà très très bien au bout de 20 minutes. Et en fait, par exemple, The Americans fait ça très bien. On a tous les enjeux aussi bien de couple, d'espionnage, géopolitique dans un épisode. Et là, on voit très bien l'aspect complotisme, l'aspect, les croyances de Mulder et tout ça, et la tension sexuelle. Donc il y a vraiment tout, c'est génial. Est-ce que tu as un épisode préféré de The X-Files ? Oui. En fait, ce que j'aime bien avec la plupart de mes épisodes préférés de X-Files, c'est qu'ils ont une filiation très claire avec des films d'horreur assez cultes. Et mon épisode préféré, il s'appelle Projet Arctique. C'est un épisode qui arrive assez tôt dans la série et c'est un épisode qui est très inspiré par The Thing de Carpenter. Et donc, c'est des personnages qui sont bloqués dans la neige.
dans une espèce de petit refuge au milieu de nulle part dans la neige, et il y a une parano qui se développe puisque les uns après les autres ils sont touchés par un, je sais plus d'ailleurs ce que c'est, une sorte de virus ou quelque chose comme ça. Et moi, vu que mon genre préféré dans la pop culture, c'est les gens coincés dans la neige ou les gens coincés dans la jungle, bah là, cet épisode, pour moi, il a absolument tout. Et toi, c'est quoi ton épisode préféré ? J'aime beaucoup celui-là, mais Home est un de ceux que j'ai le plus revu, qui est un épisode qui était tellement traumatisant à la télé, qui avait été considéré comme tellement traumatisant à l'époque qu'il n'avait plus été rediffusé à la télé américaine pendant des années. Même quand X-Files était rediffusé en boucle, c'est un épisode qui se passe je crois c'est en Virginie occidentale ou en Pennsylvanie, mais dans un lieu très rural. Et c'est sur une famille où ils sont tellement consanguins, où ils ont, vraiment et c'est inspiré de Massacre à la tronçonneuse, je crois, même si j'ai pas vu Massacre à la tronçonneuse, donc pour moi c'était très nouveau. Et du coup, Mulder et Scully enquête sur cette famille, et c'est dégueulasse, mais c'est un super épisode d'Halloween, par exemple, si vous voulez vous faire peur mais sans passer 2 heures devant un film d'horreur. C'est vraiment un bon épisode qui, pour le coup, il y a quand même des moments, il n'est pas terrifiant. Non, mais c'est un des plus flippants, et c'est vraiment la filiation avec Massacre à la tronçonneuse et cet équilibre parfait, encore une fois, qu'on a dans les meilleurs épisodes de X-Files, où on peut avoir une explication surnaturelle, mais on peut aussi avoir une explication beaucoup plus pragmatique sur en fait, c'est pas des monstres, c'est des serial killers, ou c'est une famille consanguine qui a traversé des épreuves dans sa vie et se retrouve à tuer des gens. Mais on a vraiment, en fait, le décor est génial. C'est comme dans Projet Arctique, c'est-à-dire qu'on a la cabane dans la neige, et là dans Home, c'est la maison vraiment isolée au milieu de nulle part, avec les vieilles planches en bois, où il y a plein d'endroits secrets dans la maison. Donc si vous aimez effectivement les choses un petit peu spooky, les épisodes d'Halloween, c'est absolument génial. Et ça peut se regarder indépendamment de tout le reste de la série, parce que c'est un de ces épisodes très épisodiques. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder que ces épisodes-là, vous pouvez trouver en ligne des listes de visionnage qui suppriment tous les épisodes mythologiques de X-Files. Moi, c'est ce que j'ai fait lors de mon dernier revisionnage, parce que la mythologie m'intéresse pas trop. Donc si vous voulez voir que les Case of the Week, vous pouvez trouver des petits guides en ligne pour ça. Est-ce que tu as un MVP pour cet épisode ? MVP, c'est Most Valuable Player. Putain, je peux dire. C'est-à-dire, c'est le meilleur joueur, par exemple, dans un jeu. Un match de basket. Exactement. Ou un match de football. Oui, là, je dirais que c'est le brushing de Scully. J'avoue. Absolument incroyable. Son tailleur est pas mal aussi. Et toi, c'est qui ton MVP ? C'est le sex appeal de Mulder. Je suis un peu monomaniaque, mais c'est quand même le cas. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. On était en direct du festival Pop Paris. Non, Pod Paris. Pod Paris, je sais pas pourquoi j'ai écrit Pop. Merci tout le monde. Donc merci Anaïs, merci à Aurélie Rodriguez qui est notre super productrice, la star de ce podcast. Merci à toute l'équipe du festival, et surtout merci beaucoup à vous tous d'être venus nous écouter dans cette après-midi très pluvieuse, et merci à tous ceux qui nous écoutent à la maison, pas en direct mais qui l'écouteront plus tard. On se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. Salut. Salut.